Manchester City has certainly made a very encouraging start to the 2010-11 campaign and were lying comfortably in second place, having beaten the like. What a towering, powerful, commanding header! It doesn't really matter, you know. I think we just have to deal with it and try to do our best. To the other PK, and just like last year, they dropped their left back Maxwell. Andrew in possession, comes out to Pedro. In the end, Dani Alves trying to make himself available for a pass. That's got into Plays, it's being substituted at Arsenal in the Manchester United defeat over the... C'est vrai que je suis parti très jeune de l'Afrique. J'ai toujours dit que si je réussissais un jour, je me donnerais à l'Afrique. Merci beaucoup, Johan Djourou, de prendre de ton temps aujourd'hui pour nous accorder cette petite interview. Ça me fait super plaisir. Merci à toi, Brian. Merci de me recevoir. C'est gentil. Aujourd'hui, on va parler de thèmes qui me tiennent à cœur, des thèmes importants. Tu as fait quand même des choses assez incroyables. On va parler de ta jeunesse, ta formation, ouais. Du football surtout, ta signature à Arsenal, alors que tu étais à Étoile Carouge. On veut connaître un petit peu toutes les coulisses de cette signature. On va parler de l'équipe de Suisse, bien sûr, avec qui tu as fait 3 Coupes du Monde, l'Euro aussi avec l'équipe de Suisse. Et enfin comprendre où tu en es aujourd'hui, parce que c'est vrai que tu t'es pas reposé à la suite de ta carrière, tu es resté actif. Donc ça nous intéresse aussi de savoir l'après-carrière, quelque chose qui est des fois un petit peu tabou. Les gens, c'est vrai qu'ils ont du mal peut-être des fois à rebondir, les sportifs, pas que dans le foot. T'es prêt ? Je suis prêt, j'attends tes questions. Allez, let's go. En analysant ta carrière, on se rend compte que tu es vite mis dans le bain du football business, puisqu'à 13 ans, tu pars à Payerne, le centre de formation de l'ASF. Exact. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est des recruteurs qui viennent te chercher ? Est-ce que c'est des contacts qui te font aller à Payerne ? Alors Payerne, c'était intéressant. En fait, Payerne est arrivé avec l'idée, on va dire en ressemblance, d'essayer de titiller le Clairefontaine de l'équipe de France, tout en sachant que c'était un peu compliqué, parce que la Suisse, bien sûr, a plusieurs cantons et régions, donc c'est compliqué de le faire pour la Suisse comme au niveau national en France. Donc ils ont essayé de faire quelque chose au niveau régional. Et il s'avère qu'on est tous arrivés à Payerne, donc c'était un petit peu tous les romans, parce qu'il y avait Payerne et il y avait, je ne sais plus lequel, mais aussi dans les cantons suisses allemands. Donc en fait, Payerne, c'est arrivé sur le fait qu'il repérait les meilleurs jeunes joueurs de la région, donc de Carouge, de Servette, de Lausanne. Et d'ailleurs, pour essayer justement d'en faire un pool de joueurs pour les mettre ensemble, sur 2 ans déjà, puis après par la suite, pour ceux qui arriveraient après, mais pour moi, c'était 2 ans. Donc c'est arrivé, je crois qu'on reçoit la lettre à la maison. Ma maman qui la reçoit me dit, je pense que ça pourrait être une bonne chose, tu vois, mais tout en sachant qu'il y a des sélections avant. Elle est assez confiante, elle se dit, je pense que tu devrais y arriver. Après, on ne sait pas vraiment sur quoi ça va aboutir, parce que c'est c'est la première expérience. On n'a pas forcément on n'a pas de connaissance de ce que ça va apporter. On sait qu'on a des clubs de foot qui sont pour le mien Étoile Carouge et que Servette, par exemple, me voulait à l'époque. Mais on s'est dit, bon, c'est l'ASF, t'es déjà en équipe de Suisse moins. Je pense que ce serait une bonne idée d'aller voir. Et puis, on s'est retrouvé à 12 joueurs la première année à Payerne, à progresser avec des entraîneurs de renom, avec de la connaissance, et surtout aussi avoir le fait d'être si peu, nous donnait beaucoup de temps en fait pour pouvoir progresser et développer des capacités à tous les niveaux. Donc là, tu quittes relativement vite le cocon familial. 13 ans, c'est super tôt. Comment tu l'as vécu ? Je pense toute la semaine, tu es à Payerne. Le week-end, tu as les matchs avec ton club. Ta famille, tu ne les vois pas trop. Ça se passe comment pour toi ? En fait, souvent, ce qui est intéressant dans ce genre de situation ou de vécu, c'est qu'on ne connaît pas forcément le vécu de la personne avant. Tu vois, et en fait, moi, j'ai un vécu un petit peu atypique. C'est-à-dire que j'ai été adopté, je suis parti de la Côte d'Ivoire, j'avais 17 mois. Donc, je perds ma maman. Pas que je perds ma maman, mais je m'éloigne de ma maman biologique. Je ne vis pas forcément avec mon père, je vis avec ma maman adoptive. Donc, tu vois, mon chemin de vie fait que forcément, l'adversité ou le fait de partir de ma famille n'est pas forcément un problème pour moi. Tu vois. Ça te fait pas peur, en fait ? Non, parce que j'ai déjà été habitué à être loin des proches, tu vois, quand tu quittes ta mère, même si tu n'as pas forcément conscience. Mais en fait, tu sais, tout ce qui est inné, toutes ces énergies, tu les ressens quand même à un moment donné, tu vois. Donc, j'arrive, je suis noir de peau, je me fais adopter par une maman blanche, tu vois, à qui je dois énormément aujourd'hui. Ouais. Mais, tu vois, ça veut dire qu'il y a quand même
un écart entre ma maman d'Afrique et ma maman d'Europe. Donc je suis déjà en fait habitué aux séparations et surtout j'ai envie de dire que le rêve et l'envie de réussir est plus grande que tout. Et moi, à mon âge là, j'ai déjà conscience de ça parce que le football prend une telle place pour moi. Tu vois. Après, il n'y a aucune garantie de réussir, mais ce que je savais, c'est que mon investissement était important. Mais mon mindset était clair, c'est-à-dire que il y avait toujours ce côté un petit peu d'humilité, et je pense que c'était important de l'avoir. Et je pense que c'est toujours important de l'avoir, mais dans ma tête, mon chemin était tracé. Maintenant, c'est plus facile de le dire aujourd'hui, parce qu'on y arrive, mais je peux donner plein d'exemples. C'est-à-dire que quand on va à Payerne et qu'il y a les présélections, ben, il y a quand même un côté de moi qui est sûr, et que ce serait un échec si j'étais pas pris, par exemple. Donc déjà, à 13 ans, tu as cette maturité, en fait. Ouais, je me dis clairement... J'y vais pour être pris. Après, je ne sais pas ce que ça va être, mais je me dis, moi qui suis un fan absolu de foot, qui regarde à la Clairefontaine, qui regarde tous ces trucs-là, je me dis, en fait, si c'est ça le modèle pour réussir, moi je dois y être, tu vois. Il y a pas, en tout cas, il n'y a pas d'autre option. Je dois faire partie de ce centre de formation. Est-ce que tu as un modèle, un joueur de foot, je sais pas, tu regardes Clairefontaine, est-ce que c'est Zizou, est-ce que c'est les joueurs de Clairefontaine qui sont passés par là-bas, ou bien ça se passe comment? C'était plutôt dans le basket. Ouais. J'avais Michael Jordan que j'appréciais énormément, tu vois. En fait, j'avais, tu sais, à l'époque, on avait ces cassettes vidéo, tu vois. Donc, j'étais un grand consommateur de vidéos de sport, que ce soit Michael Jordan, que ce soit la Dream Team, que ce soit tout ce qui était encore Pelé. Tu vois, j'avais la cassette de Pelé. Je regardais les vidéos de Romario. À l'époque, on n'avait pas encore YouTube. Ouais. Mais je consommais énormément de foot, tu vois. Ouais. Ou d'athlètes, en soi. Mes exemples étaient Michael Jordan, Romario, Zidane, De Sailly, Nesta, des joueurs comme ça, en fait, que je trouvais beau à voir évoluer. Là, tu sens très vite que tu progresses grâce à cette structure qui vise à professionnaliser l'athlète à Payerne. Tu sens très vite que ton statut, il change en tant que footballeur? Alors, je sens que je progresse, oui. Je sens aussi que le statut change un petit peu parce que tu prends, on va dire... tu sais, il y a toujours ce fait qu'il y a les joueurs qui s'entraînent la semaine avec l'équipe et toi, tu arrives, tu t'entraînes pas, mais tu joues. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, il y a quand même un petit problème aujourd'hui où on dirait, mais attends, comment c'est possible qu'il ne s'entraîne pas avec l'équipe, mais par contre, il joue avec son équipe alors qu'il n'a pas fait un entraînement, tu vois. Au niveau de, dire, tu vois, de l'équilibre ou le truc, c'est pas très très clair. Mais après, c'était justement aussi d'avoir cette responsabilité d'être bon sur le terrain. Ouais, c'est ça. Tu vois, et ça, moi, j'ai l'impression que je la mettais tout seul. C'est-à-dire que je savais très bien que le fait de ne pas être avec Geoffrey Tréant, par exemple, qui était mon acolyte au milieu de terrain, et Celso et tous les autres avec qui je jouais tous les week-ends normalement, que si j'étais pas bon le week-end, ils se diraient, mais attends, tu vois. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Voilà, qu'est-ce que tu fais là-bas? Donc c'était important, en fait, d'amener ce plus. Ouais. D'amener tout ce que tu apprenais et de le mettre en fait en valeur sur le terrain le week-end. Donc oui, tu sens ça, tu sens aussi cette pression, mais je trouve que c'était une bonne pression à avoir. C'est une bonne pression à avoir qui démontre aussi que ton statut va avec, bien sûr, où tu es, donc à Payerne, qui n'était pas donné à tout le monde parce qu'ils faisaient des sélections. Et après, c'était à toi de montrer sur le terrain que tu progressais aussi là-bas. D'ailleurs, les jeunes qui sortent de Payerne, il n'y en a pas énormément. Hein. Alors, ils ont arrêté en 2016, il me semble, Payerne. De tête, il y a Mvogo. Il n'y en a pas énormément, ça c'est vrai. Donc, c'est vrai que tu as réussi à t'extirper. Il y en a qui ont fait des carrières quand même en Suisse. Didier Crétenant, Antoine Ray, qui ont réussi. Il y en a qui ont eu des débuts de carrière. Mais le chemin est long encore après Payerne. C'est ça. On a et n'oublions pas que c'était un centre de préformation. Donc c'est pas un ça veut rien dire. Ouais. Voilà, c'est pas t'es là tout le temps et le but après c'est quand tu sors de Payerne, c'est que t'es prêt à aller jouer dans des grands clubs comme Clairefontaine par exemple. C'était un centre de préformation où t'étais là de 13 à 15 ans et puis après t'as encore toute une vie d'apprentissage à faire avant d'arriver dans soi-disant le rêve absolu. Donc ouais, disons que c'était pas facile parce que tu changes, tu grandis, tu as d'autres intérêts, que ce soit les filles, les sorties, certains commencent à fumer, certains commencent à avoir d'autres envies. Donc, tu vois, c'est de garder cette discipline, tu vois, de pouvoir continuer
Malgré le fait que même à Payerne, tu vois, à Payerne, on n'était pas dans des centres de formation, on n'était pas dans un centre, on était dans des familles d'accueil. Donc si je voulais le soir, par exemple après l'école, j'aurais pu sortir. Et tu étais relativement libre, quoi. C'était pas super encadré. Voilà, t'es pas encadré du fait, tu manges tous ensemble le soir, mais après tu rentres chez toi et sur la route, tu peux rencontrer tes potes. Si tu veux rester dehors, tu peux rester dehors, tu vois. Donc chacun faisait son choix et sa vie déjà à ce moment-là. Donc tu avais une part de responsabilité qui était quand même très très grande sur toi-même déjà. Quatre ans après, on va vite arriver sur les étapes Arsenal. Donc tu passes d'Étoile Carouge à Arsenal, qui sort d'une saison hors norme, hein, les Invincibles. Aucun match perdu. Voilà, Arsenal, c'est Thierry Henry, Dennis Bergkamp, au goal il y avait Jens Lehmann, enfin voilà, une équipe de titans. Pour qu'on comprenne un petit peu les coulisses de ton transfert, est-ce que tu peux nous parler de Jérémy Touziama et Costa Bonato? Quels ont été leur rôle là-dedans? Comment ça se fait? On veut comprendre un peu dans les coulisses. En fait, c'est intéressant, tu vois, parce qu'avec du recul aujourd'hui, peut-être que la version est différente de ce qu'elle était. Mais ce qui se passe, c'est que déjà bien avant ça, juste pour la petite histoire, j'ai des offres d'Auxerre, de Monaco. Quand on jouait par exemple à Sion, il y avait des recruteurs qui venaient. Ma mère n'était pas du tout réceptive sur le fait de me laisser partir à 12 ou 13 ans pour aller dans des centres d'information en France. Pour elle, c'était inacceptable. Il n'y avait pas moyen, je devais finir ma scolarité. Et j'avais encore beaucoup de choses à faire avant de pouvoir espérer à quoi que ce soit dans le foot. Et le jour est arrivé où je reçois cet appel et je suis à Payerne, je me rappelle, je suis dans la chaise de la chambre à Johan, qui était le fils qui vivait dans la famille des Yagi. Et je reçois cet appel et c'est monsieur Jérémy Touziama, justement, qui me parle, qui m'a vu jouer plusieurs fois et qu'il a un contact à lui qui est agent et qu'il aimerait bien qu'on puisse se rencontrer avec mes parents à l'hôtel Warwick à Genève. Jérémy avait essayé plusieurs fois de rentrer en contact avec ma mère sur les bords du terrain, par exemple quand je jouais contre Servette, elle n'a jamais été réceptive, très très protectrice du fait qu'elle voulait que je finisse ce que je devais finir avant de vouloir me lancer dans une carrière. Là, ce rendez-vous-là était un peu plus formel. Donc on y arrive, on écoute Monsieur Bonato, on écoute Jérémy Touziama et depuis là, en fait il y a cette relation qui se crée sur le fait que Arsenal devient une réalité. Direction Londres. Bienvenue à Arsenal, l'un des plus grands clubs du monde. Arsenal, c'est des titres à foison, une tradition, un budget colossal. Arsenal, c'est Vieira, Henry, Pires, Bergkamp, une véritable Dream Team. Ce club, dirigé de main de maître par Arsène Wenger, s'est récemment tourné vers 2 joueurs helvétiques. On passe d'Étoile Carouge à Arsenal. Ouais, pour moi, c'est pareil. Depuis tout petit, c'est que le football. Puis bon, c'est une partie du rêve qui se réalise, mais il reste encore beaucoup de travail. La chance que j'avais, c'est que j'étais déjà dans un registre. J'étais en place dans le système de l'ASF. C'est-à-dire que j'étais avec les moins de 15, moins de 17 de l'équipe de Suisse, déjà, qui me permettait de voyager et de jouer contre l'Irlande, contre l'Écosse. D'avoir une visibilité. Exactement, d'avoir une visibilité. Et ce genre de match-là, c'est où justement des joueurs d'Arsenal en jeunes jouent aussi. Des Irlandais, par exemple, il y en avait beaucoup à Arsenal, ou des Écossais. Donc, qui fait que les recruteurs d'Arsenal ou les gens qui s'occupent d'Arsenal vont venir voir ce genre de match pour voir comment leurs joueurs évoluent et voir aussi la jeunesse, exactement, ce qui se propose à l'étranger. Je me rappelle, c'était en fait je ne vais pas dire de bêtises, peut-être que je me trompe d'endroit, c'était, il me semble, en Écosse, on joue contre l'Irlande et je fais un super match. Et c'est depuis là, en fait, que c'est parti. C'est qu'en fait, ils étaient là, il y avait d'ailleurs plusieurs recruteurs, il y avait Manchester, pour la petite histoire, d'ailleurs, c'était Manchester à la base qui voulait me recruter, je l'ai su après, que c'était eux qui étaient venus d'abord pour moi, mais que Arsenal, en final, avait regardé aussi ce match et avait beaucoup aimé ce que j'avais proposé, et c'est de là que c'est parti. Donc, en fait, c'est souvent les clubs qui viennent voir, parce que tu peux proposer qui tu veux à un club, mais si le joueur n'est pas intéressant et qu'il n'a rien prouvé, ils te diront non, c'est gentil, il y a assez de réservoirs, il y a assez de joueurs qu'on peut voir partout en Europe et choisir de nos propres yeux. Donc ça commence toujours avec l'envie du club. Quand ça devient un petit peu plus concret, toi tu vas à Londres, ça se passe comment? Tu vas visiter les infrastructures, je pense que tu te dis c'est quoi, qu'est-ce qui se passe là? Tu arrives à nous raconter ça? Ouais, ça c'était assez fou, quoi. C'était assez fou. Mais même avant ça,
je me rappellerai, et je pense que j'ai oublié de le dire, c'est le jour où on joue un match en retard à Carouge et que mon coach de l'époque, de la vie, me dit il y a Arsenal dans les tribunes ce soir. Et c'est la première fois que moi j'entends que genre Arsenal est là, tu vois. Donc je me dis ok, attends, quoi, Arsenal est là? Et là tu sais que c'est pour toi? Non, justement. Okay. Je me dis c'est pour qui? Ouais. Tu vois, dans ma tête. Je sais pas si je le dis fort. Et je crois qu'il me regarde un petit peu en me disant ouais. T'as capté. C'est pour toi, tu vois, t'as capté. Mais en fait, juste pour revenir à ça, ça a toujours été un petit peu le cheminement de mon développement. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des signes où les gens avaient grand espoir par rapport à mon talent. Mais ça me foutait aussi une pression parce qu'en fait, les gens disaient, à l'époque déjà, il y avait un match de l'équipe de Suisse où Kobe Cohn était l'entraîneur des moins de 21 à l'époque et je suis ramasseur de balles. Donc moi, je rêve plein foot et tout. Et Samuel Zingarella est derrière avec Nicolas Liégeois, qui était mon coéquipier à l'époque et qui était un joueur exceptionnel. Et il lui demande clairement, tu penses que c'est qui peut réussir ici dans notre équipe? Et Samuel lui répond, tu vois, genre... Puis moi, tu sais, je regarde un peu, je guine pour voir un peu sa réponse. Puis il dit... Je pense que c'est lui, tu vois, celui qui était devant, et c'était moi. C'est toi. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la première fois, j'étais en visite. J'étais en visite, donc et Robert Pires revenait de blessure à l'époque, tu vois, et je fais un match avec Robert, Kolo Touré, Canou, Aladière, genre vraiment des grosses têtes, Sigan, le rêve, tu sais. Ah ouais. Et je fais un super match, et puis à la fin, je fais encore quelques entraînements avec eux, puis quand je pars, donc à la fin du séjour, Wenger me dit... Bon, Joe, on fait comment pour te signer maintenant? C'est avec qui que je discute? Tu vois, donc moi je suis en mode, ok. Là, c'est concret. Ça devient réel, tu vois. Ouais. C'est pas l'adjoint de Wenger. Non, c'est la figure d'Arsenal. Ou le président. Non, c'est Wenger qui a fini l'entraînement, qui me suit. Et tu sais, je sens la présence là dans mon dos et qui me dit, bon, Joe, on fait comment? C'est les parents, on doit appeler? Ou c'est Carouge? Ou c'est comment, tu vois? Et là, je suis là en mode, dans ma tête, je me dis, bon, garde ton calme, mon ami. Respire, tu vois. Genre, calme-toi. Parce que le gars, il vient de te dire que potentiellement, tu peux jouer à Arsenal l'année prochaine. Ouais. Tu vois, genre, t'es là, quoi? Genre, dans ma chambre, j'avais le poster de Thierry Henry, de Patrick Vieira, tu vois, le maillot Sega, tout ça. William Gallas. Tu te dis, genre, pas possible. Et ouais, en fait, quand ça se passe, ben je rentre, tu sais, je garde tout mon calme, tu sais, je dois le contenir dans l'avion. Je me rappelle dans l'avion, genre, je suis en mode, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu sais, je retourne à Carouge aussi, pareil, je suis en mode, qu'est-ce qui m'arrive? Et là, je réalise que, ouais, le rêve, il est atteignable, quoi. Tu vois, c'est là où tu le sens, parce que quand tu arrives là-bas et que tu vois la structure comparée à ce que j'avais à Carouge, que ce soit les vestiaires, que ce soit l'immensité du centre d'entraînement, tu te dis, c'est là que j'ai envie d'aller. Rentrer dans un groupe qui a que des joueurs mondiaux. Donc, le gars qui est intimidé, qui n'arrive pas à s'imposer dans le groupe, il se diminue, quoi. Donc, il y a des étapes à franchir comme ça qui font qu'il y en a qui les passent et d'autres pas. Il y avait un but qui était le mien. Malheureusement, je me suis cassé la mâchoire dans un match justement avec la première ligue, parce que j'ai déjà avec la première ligue, j'avais que 15 ans, tu vois. Mais je me casse la mâchoire et ça m'a fait vraiment mal parce qu'il y avait aussi les qualifications de l'équipe de Suisse moins de 17 que j'ai loupées. Il y avait cette montée potentielle en LNB avec Carouge que je rêvais de faire. Malheureusement, c'est passé à la trappe parce que, ben voilà, je me suis blessé. Mais pour moi, il y avait que le fait de rester et me construire sur Arsenal. Peut-être que cette blessure, par contre, m'a fait comprendre qu'il fallait qu'il se passait peut-être autre chose et que j'avais de la tension et que ça devait arriver et que c'est arrivé au moment où ça devait arriver. Mais en réalité, j'ai toujours gardé la tête sur les épaules pendant toute ma carrière, en fait. J'ai jamais eu un moment où je suis arrivé à dire « Oh les gars, vous savez pas ce qui m'arrive et tout ». Bien sûr, t'en parles parce qu'entre coéquipiers, tout le monde, à cet âge-là, tout le monde rêve. C'est ça, c'est ça. Tout le monde a envie d'aller toucher le plus haut niveau. Et il y en a un qui est à côté de toi, qui est parti à Arsenal, où il y a Thierry Henry, que tout le monde regarde à la télé, qui est champion du monde en 98 et tout ça, et toi, tu étais là-bas. Tu vois, donc c'est clair que ça va faire parler, ça va faire jaser. Donc, mais non, toujours avec beaucoup de respect et beaucoup d'humilité et surtout beaucoup de soutien de mes coéquipiers. Le premier entraînement avec Arsenal, tu sais, on entend souvent des joueurs en Angleterre, bah voilà, on sait que c'est un football qui est très dur. On sait que premier entraînement... je ne vais pas faire une généralité, mais c'est connu qu'on casse des jambes aux petits rookies qui arrivent, aux petits nouveaux. Bien sûr, parce que c'est un potentiel danger, hein, un mec qui vient et puis qui peut potentiellement prendre la place de quelqu'un. Est-ce que toi, on a essayé de te casser ou pas forcément? Non. Bon, après, Arsenal, c'était une autre école.
C'était vraiment l'école de la jouerie, l'école du beau football, l'école du voilà, le moins de touches possible pour aller vers l'avant, la prise d'information. Donc, t'avais pas ça, t'avais pas de joueurs méchants. Et puis en plus, moi, j'arrive en tant que jeune, hein, quand je m'entraînais avec la première, donc cette fameuse semaine, ils sont plutôt très accueillants, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de Français aussi, ce qui aide énormément. Et après, quand j'arrive, ben, c'est la guerre chez les jeunes, tu vois, parce que moi, j'arrive, j'ai 16 ans, il y a un potentiel d'arriver en première équipe, mais le chemin, il est long. Ouais, c'est ça. Donc les anciens, ils vont pas te casser parce qu'ils se disent... Non, ceux qui peuvent me casser, c'est ceux qui sont en bas. Ouais, c'est entre nous où est la bagarre tous les week-ends ou toutes les semaines pour se dire, ok, lequel d'entre nous va sortir. Mais les plus grands, c'est plus tard, tu vois. Mais ça, ce chemin-là était, on va dire, le plus enrichissant parce que c'est là où tu te rends compte que oui, il y a une compétition qui se fait, par exemple, à Carouge avec des joueurs régionaux et même, on va dire, internationaux, parce que Geoffrey était français, par exemple, et des gens qui viennent du Portugal, mais on est tous un petit peu dans ce rayon Suisse-France. Mais là, tu as des gens italiens, des Brésiliens, des Portugais, des Italiens, des Espagnols, tu vois, et tu dois te faire ta place. C'est beaucoup plus diversifié. Et oui, et surtout que les places sont limitées. Ouais, c'est ça. Tu vois, t'arrives pas, on te dit, même si Wenger en soi, et c'est là où je dis toujours que je suis très reconnaissant, parce que moi, il m'avait dit que j'avais le potentiel de réussir des grandes choses. Mais le potentiel, ça veut pas dire que c'est assuré. Ah, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, le chemin, il est long. Exactement. Ah, ouais. Mais par contre, sa parole de dire que si tu progresses, tu joueras, ça, il l'a tenu. Ouais. Tu vois. Mais en réalité, le fait de tous les week-ends jouer ces matchs avec les jeunes, de toi de faire ta place, et il y a plusieurs défenseurs centraux, et moi, j'ai été changé de position en plus. À la base, je suis un milieu de terrain. Tu vois. Tous les matchs que j'ai fait en équipe de Suisse ou à Carouge, c'était en tant que 6. Tu vois. Quand je pars à Arsenal, on me dit le remplaçant de Vieira. Tu vois. C'est ça les titres. Mais en vrai, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été en fait un petit peu précoce, oui, parce qu'en fait, Wenger m'a déplacé. Tu vois. Il m'a déplacé parce qu'il voyait... Donc il a direct vu en toi un autre potentiel. Surtout, ce qu'il m'a dit comme élément qui était vachement intéressant, c'est que, là on a sauté un petit peu, mais il me dit, t'as une super relance, tu lis super bien le jeu, au milieu il y a beaucoup de monde, j'ai envie que tu joues maintenant. Donc, tu vois, à choisir. Tu dis, purée, attends, j'ai 17 ans, je fais quoi? J'attends encore parce que je veux vraiment jouer au milieu? Ou tu vas t'adapter en fait? Tu prends l'opportunité. Exactement. Ouais. Sois prêt pour l'opportunité, il te la propose. Ça veut dire qu'il croit en toi, tu vois. Après, surtout Wenger, quoi. Surtout Wenger. Après, c'est à moi, c'est un autre métier, hein, défenseur central, alors que j'étais milieu. Tu vois, milieu de terrain, c'est je me tournais entre les lignes, je faisais les diagonales, je me projetais avec le ballon. Et là, je dois un peu restreindre mon jeu parce qu'il ne faut pas faire d'erreur, il faut être propre, il faut être bon dans les duels, tu vois, et tout ce genre de choses que je n'avais pas, parce que le même duel n'est pas le même au milieu de terrain que derrière. Donc j'ai dû réapprendre tout ça, mais il m'a laissé le temps, justement, d'apprendre et de pouvoir de le faire. Après progresser. Là, tu as beaucoup de francophones à Arsenal. Il y a aussi Senderos Philippe, qui est là. Bien sûr. Est-ce que quelqu'un t'a pris sous son aile? Est-ce que le fait d'avoir un mec qui te ressemble, un mec qui vient de Genève comme Senderos, ça a été plus facile pour l'intégration? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit allez, viens là, je te montre? Alors au début, oui, c'est clair que c'est plus simple. Au début, c'est plus simple de savoir que j'arrive à Arsenal avec Philippe. Parce que nous sommes deux Genevois, même si on ne se connaissait pas vraiment. Hein. C'est à travers la presse de savoir que deux gars de Genève vont à Servette que tout d'un coup on se rencontre. Parce que même en équipe de Suisse, on n'avait jamais été dans les mêmes catégories parce qu'il est 2 ans plus âgé. Mais non, c'est clair que ça aide. Et qu'on arrive en famille d'accueil aussi, tu vois, avec Norine, qui nous prend sous son aile et d'avoir Philippe à côté de moi, c'est très, très, très important pour moi. Mais après, si je sors un peu de là, je dirais que le fait de mettre un petit peu... j'ai pas envie de dire écarté, mais le fait d'être parti, parce que je savais qu'en restant avec Philippe, dans la famille d'accueil, on allait parler souvent en français tous les deux. Et ça m'aurait pas aidé d'apprendre la langue. Pour l'intégration. Voilà, anglaise. Et donc... j'ai décidé de partir dans une autre famille d'accueil qui était les Stokes, qui étaient irlandais, pour justement apprendre la langue. Et ça s'est super bien passé d'ailleurs. J'ai pu m'adapter plus rapidement aux jeunes, comprendre le slang, comprendre tous ces trucs-là, même si c'était vraiment dur au début parce que j'avais aucune notion d'anglais, vraiment zéro. Donc oui, Philippe a été jusqu'à un moment du chemin très très important. Puis après, j'ai envie de dire que Kolo Touré a été l'homme de la situation parce qu'avec ses origines ivoiriennes,
Et comme les miennes aussi, il m'a souvent pris à la maison, éboué aussi d'ailleurs, manger, ramener, discuter, tu vois, surtout que chacun d'entre nous a un voyage, tu vois, assez semblable, tu vois, par moment, tu vois, une histoire un peu. Exactement. Ouais. Et donc, il y avait déjà Yaya aussi, ou bien il était par là, il était avec vous, ou pas trop? Alors Yaya, lui, il était là au début. Donc Yaya, lui, c'est toute une histoire. Lui, il était... Non, Yaya, il est plus vieux que moi. Yaya est plus vieux que moi, bien sûr. Mais Yaya était là, il me semble, la première année, mais en test, parce que Yaya avait des problèmes de papier. Donc Yaya, déjà, tu te dis, waouh, t'avais Kolo Touré, t'as Yaya qui est venu, je crois, la deuxième saison. Et quel joueur, malheureusement, il n'a pas pu signer parce qu'il devait rester, il pouvait pas rentrer en Angleterre, en fait. Donc, il a été, je crois, Olympiakos, dans des pays comme ça, avant d'arriver en. Il a éclos un petit peu plus tard, quoi. Exactement. Mais bon, non, éclos, il avait éclos. Mais c'est juste qu'en fait, à cause de ses papiers, il ne pouvait pas être signé à Arsenal. Donc, il a dû jouer d'ailleurs et être en équipe nationale. Il y avait toutes des choses à faire avant de pouvoir être. Un peu de la logistique, quoi. Exactement. En 2006, il y a la finale de Champions League. Voilà cette jolie cérémonie qui va se terminer pour épouser les contours de ce trophée, cette fameuse coupe aux grandes oreilles, 62 cm de long, un peu plus de 7 kg, que tous les joueurs de football au monde rêvent un jour de brandir. Arsenal perd, toi t'es pas convoqué, pourquoi? Enfin, c'est quoi les raisons? Alors je suis dans le groupe, donc en fait, moi je suis tout jeune. Donc il y a vraiment le fait d'avoir participé à cette Champions League en tant que jeune joueur, donc pour gagner de l'expérience, et pas convoqué tout simplement parce que t'as Sol Campbell, t'as Kolo Touré, t'as Philippe qui est revenu de blessure, qui avait fait une belle campagne aussi, qui était sur le banc, et t'as les joueurs comme moi, Alex Song et Adebayor qui sont dans le groupe, tu vois, mais qui ne sont pas sur le banc sur ce match-là. Donc il n'y a pas de raison particulière du sens qu'on n'a pas été bon, c'est juste que dans ce milieu-là, il y a une concurrence féroce et puis on était les plus jeunes aussi, tu vois, donc c'était normal que nous soyons, on faisait partie de l'équation, mais que nous ne soyons pas sur la feuille de match sur ce match-là. Ouais. Parce que tu signes en 2004, tu joues, tu fais des rentrées comme ça, toi tu l'acceptes, tu le vis assez bien de ne pas trop jouer avec ton statut, avec les monstres qu'il y a devant toi, enfin, c'est que du kiff, on va dire, c'est pas une frustration de te dire je suis pas aligné tout le temps. Mais surtout qu'il faut comprendre que que ce monde-là n'a rien à voir avec celui qu'on a ici. Ouais, bien sûr. Du sens, j'arrive là-bas, j'ai 16 ans. Donc, de se dire que l'année d'après, à 17 ans, je fais mes débuts en Carling Cup et en Coupe d'Angleterre, il faut me donner le nombre de joueurs qui ont fait ça. Tu vois, du sens, c'est même pas, je dis pas ça genre en mode hautain. Non, c'est les stats. Mais c'est vraiment les stats qui disent, tu vois, du sens de partir en une année, d'arriver à 16 ans, en 2007, de faire tes débuts en FA Cup, par exemple, tu vois, à 17 ans. Une compétition qui est importante pour les Anglais. Donc, de toute façon, à un moment donné, tu vas jouer un peu plus et un peu moins, tu vois. C'est normal parce que tu dois apprendre. Et moi, j'étais pas là en mode... Je dois jouer avant Philippe, je dois jouer avant Kolo, je dois jouer avant Sol Campbell, avant Kiyol et tout ça. Non, moi je suis là pour apprendre. Et je devais faire d'abord mes dents avec les plus jeunes, avec la réserve. Et du moment où justement j'avais prouvé que surtout qu'ils m'avaient replacé, que j'étais prêt à jouer dans ce poste-là, c'est là où ça a été beaucoup plus simple et que j'ai beaucoup joué par après. Tu vois, parce que même, tu vois, la première année, genre, tu vois, 17 ans, 18 ans, je crois que 19 ans, je fais une vingtaine de matchs ou 19 matchs en première ligue, tu vois. Donc, tu te dis, waouh, ok, le gars, tu vois, c'était quand même immense. Après, tu as l'équipe de Suisse qui arrive derrière. Donc, il y a plein de choses qui font, mais c'est vrai que ça a été rapide. Mais à aucun moment, j'ai été frustré de me dire, attends, je suis à Arsenal à 16 ans et je vais encore être frustré sur le fait que je ne joue pas. Non, j'ai jamais, en fait, prétendu être meilleur que ceux qui étaient devant moi. Tu as ce prêt à Birmingham. Il me semble que l'équipe redescend. C'est possible. Ouais, moi je repars en janvier. Toi, tu repars à la mi-saison. Exact. Comment tu vis ce prêt? Pour toi, c'est facile d'aller là-bas, de te dire je vais être prêté 6 mois, je vais potentiellement jouer. Tu le vis assez bien? Je le vis super bien. Ouais. Parce que tout a été en fait très très clair avec Wenger, du sens où on avait justement cette relation qui était assez franche. Et j'avais énormément joué, tu vois, l'année d'avant, et je voulais continuer. Mais tout en sachant que William Gallas, par exemple, arrivait ou des choses comme ça, je savais que peut-être le potentiel de jouer serait limité. Mais aussi, ce qui se passait, c'est que Kolo Touré partait en janvier à la CAN. Donc, c'est pour ça que je revenais. Donc, c'était tout un modèle de, OK,
va acquérir de l'expérience. Tout est réfléchi, quoi. Exactement. Pourtant, en fait, on te met dans les meilleures conditions. Tout est planifié. Pour justement laisser aussi ce duo de Kolo et de Gallas grandir, et moi arriver en janvier et puis essayer de reprendre. Malheureusement, je crois que je me suis blessé en revenant de Birmingham, donc c'était pas une très très belle période, mais tout était planifié. Il n'y a jamais un truc où je me suis dit et j'avais le choix, hein. J'aurais pu aller à Berlin avec Fabre à l'époque, j'aurais pu aller à Portsmouth avec Harry Redknapp, j'aurais pu aller à Birmingham, j'aurais pu aller un peu partout, mais j'avais envie de me challenger un peu, donc je suis un peu comme ça. Donc j'ai été à Birmingham avec Steve Bruce. Après, voilà, quand tu reviens de Spray, tu as de plus en plus de temps de jeu. Tu joues en Première Ligue, tu joues les Man U, les Chelsea, les gros clubs. Toi, quel joueur t'a posé le plus de problèmes? Disons qu'il y a un fameux résultat qui fait tâche, en fait. C'est ce 8-2 contre Manchester United. Wayne Rooney bagging a hat-trick with 2 glorious free kicks. 2 tremendous goals from Young as well. Un petit peu de construction un peu compliqué, donc j'ai envie de dire que le match le plus compliqué a été celui-ci, sur le fait qu'ils ont fait un super match et que nous on a fait un non-match. Mais après, qu'on parle de Cristiano Ronaldo en demi-finale de la Champions League, qu'on parle de Didier Drogba pour Chelsea, qu'on parle de Lampard pour Chelsea, il y a tellement de joueurs que tu joues en fait, que tu regardais à l'époque. Tout d'un coup tu te vois face à eux, donc t'as pas forcément le temps de réaliser, mais il y avait vraiment de gros matchs, hein, avec une grosse adversité, hein. Quand je pense aussi à Tottenham, par exemple, qui est le gros derby de North London. Mais je dirais que le joueur contre qui j'ai vraiment beaucoup apprécié de jouer, c'était Didier Drogba, sur le fait que justement les origines, donc était toujours pour moi un challenge supplémentaire. Et le joueur qui m'a posé le plus de problèmes, donc j'ai pu le dire avant, il y avait Ronaldo, mais aussi Carlos Tevez, qui était un monstre à Manchester City. Donc, voilà. Il y en a, t'arrives pas à les classer, quoi. Non, c'est compliqué à classer parce que, tu vois, en réalité, le joueur, pour moi, si on doit parler franchement, le meilleur joueur du monde, pour moi, c'est Messi. Tu vois, et souvent, des joueurs te diront c'est le joueur qui a posé le plus de problèmes. Mais pour moi, c'est pas celui qui m'a posé le plus de problèmes. Pourtant, c'est le joueur que j'admire le plus. Tu vois. Mais quand on l'a joué avec Arsenal contre Barcelone, ou qu'on l'a joué avec l'équipe de Suisse contre l'Argentine, je trouve que si on prend à titre personnel, même si c'est jamais un job que tu fais tout seul contre Messi, je trouve qu'à chaque fois, je m'en suis bien sorti. Tu vois. Donc, mais c'est clair que c'est le genre de match où des fois, tu passes à côté et puis l'adversaire du jour est au-dessus. Au niveau des stades, on a l'habitude d'entendre que Anfield, c'est une atmosphère particulière. Est-ce que toi, tu as ressenti dans un autre stade, autre que Anfield, quelque chose où tu sens un peu le poids de l'histoire, la culture vraiment footballistique, ou tu es trop dans tes matchs, tu penses pas trop à ça? Ouais, je pense que tu fais abstraction de tout ça. Tu fais abstraction de tout ça. Je pense que oui, Anfield, c'est fort quand tu rentres et quand tu commences, c'est vrai. Là, je me rappelle d'un match en Carling Cup à l'époque, qu'on a gagné, je crois, 6-3, ou Robbie Fowler en Carling Cup. Ouais, ça, c'est des beaux souvenirs aussi. Où tu vois, tu joues à Anfield, c'est une équipe de jeunes qui jouent, et c'est vrai que l'ambiance est toujours spéciale là-bas. Elle a toujours été d'ailleurs. Mais moi, il y a un match qui m'a marqué, c'était le 4-4 contre Newcastle. Mais en fait, par rapport au contexte. Parce que l'ambiance n'était pas fameuse au début quand on gagnait 4-0. Tu vois, on gagne 4-0 à la mi-temps, mais ça finit 4-4. Et là, c'est vrai que j'ai vu un stade qui était chaud. Pousse, quoi. Ouais, qui était chaud. Donc, là, tu le ressens, même si tu es concentré sur ton match. Moi, en fait, je suis sorti à la mi-temps. Ah, ok. Tu vois, pour la petite histoire, je suis sorti à la mi-temps, donc j'ai pu me rendre compte du truc que... Wow. C'était abusé. Donc, non, il y a des stades en Angleterre, malheureusement. C'est pas l'Allemagne par moment, c'est pas la Turquie avec la ferveur, parce qu'il y a ce côté un peu théâtral, tu sais. Aujourd'hui, et surtout qu'il n'y a pas forcément ces fans curvés, tu vois, ces tribunes qui sont vraiment dédiées aux fans, qui arrivent avec le cop, les tambours, les machins et tout. En Angleterre, c'était pas trop encore dans la philosophie, mais aujourd'hui, je pense que ça vient un peu plus. Donc,
Oui, des bonnes ambiances, dépendamment du match, en fait. Ouais. Mais toi, ça reste quand même un business et tu dois faire ton job. Ouais. T'as pas le temps Bien sûr, t'as pas le temps de kiffer, on va dire. Mais Highbury, par exemple, pour moi, Highbury était, tu vois, la maison, tu vois, quand on jouait à la maison, Highbury, c'était fou. Parce que c'était 38 000 à peu près. C'était petit, c'était restreint, c'était notre jardin, tu vois, et ça résonnait, c'était fort. Et quand on est parti à Emirates, là, on a senti un petit peu le gouffre, tu vois. Différent, fallait se réadapter à la nouvelle ambiance. Exactement. Est-ce que tu as une anecdote de vestiaire, un joueur qui t'a marqué au sein d'Arsenal, un mec un peu fou, un truc drôle? T'en as des, je pense que tu as plein de souvenirs, un truc que tu peux raconter dans le podcast, bien sûr. Un mec qui t'a inspiré, où tu te dis, mais ce gars, il est totalement fou. Ah, mais il y en a plein, mais le plus fou des fous, c'était Emmanuel Eboué. Ah ouais. Eboué, c'était un clown, mais en fait, il avait sa personnalité de joueur de foot qui était exceptionnelle, mais à part ça, c'était un clown. Mais c'était constamment. Ouais, toujours à déconner. C'était toujours à rigoler, toujours à se foutre de toi. Tu savais, à un moment donné, tu vois, même moi, je voulais pas rentrer dans leur discussion, que ce soit lui, Eboué Adebayor, Alexon, Kolo Touré, parce que tu savais qu'à un moment donné, t'allais en prendre pendant la poire, tu vois. Fallait le faire petit, quoi. Voilà, fallait se faire petit. Mais un jour où j'ai compris que c'était vraiment un fou, c'est qu'en fait, on est dans la douche, tu vois. Et donc, je vais utiliser les mots qu'il a utilisés, hein, soyons explicites, mais il dit, voilà les gars, moi je vais vous montrer comment on doit se laver le derrière, tu vois. Et tu dis, tout le monde le fait, tu vois, on prend son savon, on se lave et tout. Il fait, non, c'est pas comme ça. Le gars, il fait une colonne droite. Et tu vois, t'avais les tiges là, comme ça, qui tombaient, l'eau, elle tombait comme ça. Donc il fait une colonne droite et puis l'eau tombe. Et t'es là et tu te dis... Et je crois qu'il y a Thomas Rosicky dans la douche, il y a Alexon, je sais pas qui on est, et on regarde le gars, on dit non, mais il est pas sérieux. Le gars, il est parti faire une colonne droite contre le mur et se mettre comme ça et laisser l'eau couler, tu vois. Tu te dis, là, s'il se blesse, il est pas bien. Non, mais... Comment tu vas raconter ça à Wenger? Et en fait, c'était ça à longueur de journée. Et Emmanuel Eboué était toujours ou en rire ou en larmes, parce que c'était trop. On avait vraiment un groupe, tu vois, quand j'y repense, que ce soit avec cette culture africaine. Et après, tu rajoutes, tu vois, les côtés de Robin Van Persie, les Fabregas qui se mélangeaient aussi au truc, à tout ça, tu vois. Titi Henry aussi, qui avait une grosse personnalité, lui aussi avec qui on pouvait beaucoup déconner, qui était souvent le gars aussi qui me prenait sous son aile, tu vois. Et pour une anecdote, parce qu'on en parlait avant, et c'est marrant, parce que lui, c'est le gars, tu vois, qui allait toujours remarquer le moindre détail. Donc un jour, il est sur le banc, parce que je crois qu'il est blessé, et moi, je joue, et je crois que Philippe ne joue pas. Tu vois, c'était pour te revenir à l'histoire. Donc, il me dit, et il aimait trop ce genre de choses. Tu sais, il vient, il fait, il t'a dit bien joué, Et je fais, non, je crois pas qu'il vient me dire bien joué, tu vois. Et ce jour-là, il me ramène, et il me demande, ouais, c'est quoi les relations avec Philippe? Et je lui dis, ouais, c'est un peu plus compliqué, il me semble, parce que depuis que je joue, tu vois, et on joue un peu le même poste, donc il y a une distance qui s'est mise comme ça, tu vois, et je trouve ça dommage. Puis il m'explique justement que lui, avec Trezeguet à l'époque, quand il était à Monaco, c'était la même chose. Qu'ils étaient super potes et tout à Clairefontaine, ou tu vois, quand ils étaient ensemble et tout ça, et que tout d'un coup, quand un devait passer devant l'autre, il y a eu un petit peu une distance qui s'est faite, tu vois. Et ça a été vachement important pour moi parce que, tu vois, comme je le disais au début, tu vois, j'arrive avec Philippe, pour moi, c'est mon exemple. Tu vois, c'est un gars qui arrive, qui est plus âgé que moi, j'ai envie d'apprendre, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, d'avoir une bonne relation avec lui, lui demander comment ça va, quand ça va pas, et en fait, des fois, je me trouvais dans une situation où je lui demandais comment ça va en tant que pote, et malheureusement, j'avais le compétiteur en face de moi, tu vois. Malheureusement, la relation, elle change, quoi. Et la relation, malheureusement, peut-être a changé, et ça, c'est un des regrets que j'ai, mais qui fait malheureusement aussi partie de l'apprentissage. On va parler un petit peu de l'équipe de Suisse, un peu des compétitions internationales auxquelles tu as participé. Donc en 2006, ta première Coupe du Monde en Allemagne. Tu es troisième défenseur, du coup, derrière Philippe, donc équipé d'Arsenal, puis aussi Patrick Muller, qui vient de Genève aussi. Totalement. Donc c'est quand même fou d'avoir déjà à Arsenal 2 Genevois, parfois alignés en défense centrale. En équipe de Suisse, 3 Genevois. Comment tu vis cette Coupe du Monde, toi, première? Alors là, franchement, magique. J'aurais jamais imaginé me retrouver aussi rapidement à une Coupe du Monde, tu vois. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment réalisé le moment, je pense, que jusqu'à après. Parce que tout allait si vite. Tu vois, quand je reçois l'appel de Kobe Cohn, oui, tu viens en sélection, tu fais tes débuts
en mars, il me semble, 2006 en Écosse, tu vois, et que tout s'enchaîne, et que la Coupe du Monde est à la fin de l'année, moi j'y croyais, mais juste comme ça. Après, c'est vrai que je faisais mes performances avec Arsenal, et que surtout j'ai fait mes performances avec l'équipe de Suisse aussi, qui me donnait, on va dire, ce petit plus par rapport à d'autres. Mais je le vis comme un bébé. Ouais. J'ai les étoiles plein les yeux. On joue la France, je rentre. On joue la Corée, je rentre. Tu vois, donc dans des stades pleins. Malheureusement, on joue contre l'Ukraine où je me fais une petite blessure musculaire par le fait que j'ai dû rentrer un petit peu brusquement contre la Corée. Quelques jours avant pour supplier justement Philippe qui s'était fait mal à l'arcade. Donc non, vraiment que du rêve cette Coupe du Monde. Et puis que de l'expérience engendrée sur la fin. Tu vois, pour moi, ça. En tant que jeune joueur qui rêve de vivre tout ça et qui n'aurait jamais pensé le vivre aussi vite. Tu vois. Ouais. Donc non, incroyable. T'as déjà pensé à jouer pour la Côte d'Ivoire? Te dire, mes origines... je sais d'où je viens quand même. Alors tu grandis en Suisse, la majeure partie de ta vie. Mais est-ce que tu as eu déjà, tu te dis, pourquoi pas aller voir comment ça se passe, ça fait partie de moi aussi, ou tu n'as jamais forcément eu cette pensée? C'est une question délicate, mais c'est une très très bonne question, auquel j'ai toujours eu oui. Parce que comme je le dis souvent, je suis à 100% suisse et à 100% ivoirien. Pour moi, c'est ma personnalité et ça ne changera pas. J'avais eu la question qui m'avait été posée par Yves de Bonheur à l'époque, quand j'étais en M17, qui me disait « Ouais, Joe, toi, tu sais déjà ce que tu veux faire ?» Et je lui ai répondu que je ne savais pas. Par le fait que mon papa est ivoirien et que je suis né là-bas. Mais, avec du recul, plus tard, j'ai aussi compris que je devais beaucoup à la Suisse et à son système, tu vois, et à ma maman, qui m'avait adopté. Et qui, grâce à elle, m'a mis dans la disposition de pouvoir, en tout cas, sur ce chemin-là, réussir. Tu vois. Ça aurait peut-être été en Côte d'Ivoire, j'aurais dit autre chose aujourd'hui. Tu vois, ou peut-être que je ne serais même pas là, parce qu'au final, j'aurais joué pour la Côte d'Ivoire et que l'intérêt aurait été différent. Mais, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est jamais sûr du chemin. Tu vois, mais où je suis reconnaissant, c'est sur le fait qu'elle m'a donné la possibilité d'avoir, en fait, mon objectif au bout du chemin. À travers justement la filière suisse. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'au final, pour moi, ça donnait beaucoup plus de sens avec l'apprentissage et tous les entraîneurs que j'avais eus qui sortaient de la SF, que je représente la Nati et pas la Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a l'Euro 2008 en Suisse. Exact. Donc magnifique. Ça, oui. Oui et non. Particulière. Ouais. Oui et non. L'autre grand titre de l'actualité, c'est bien sûr l'élimination de l'équipe de Suisse de l'Euro. La Suisse, pays organisateur, éjectée de la compétition. Oui et non, parce que... Non, je le vis bien, c'est beau, parce que je suis en pleine progression, mais je joue pas. Ouais. Je joue pas, donc au final, tu vois, c'est toujours un peu des anecdotes où il y en a une qui est assez intéressante, c'est que l'équipe, en fait, malheureusement, on est malchanceux, on passe à côté de l'Euro et on sort des 2 premiers matchs. Et tu as tous ceux qui n'ont pas joué, dont moi, que je vais vers le coach et je lui dis, bon coach, on est éliminé, est-ce que y a moyen de jouer, d'avoir du temps de jeu, parce que de toute façon... Profiter, quoi. Exactement, parce que c'est terminé. Et il est vrai que quand j'y vais, il me dit, ouais, je vois que tu es prêt et que tu t'es impliqué à l'entraînement, même si tu n'as pas joué, même si tu n'es pas rentré. Donc, je prends sa réponse comme un oui. Mais quand j'arrive le lendemain à la théorie, en fait, je vois pas mon nom et là, je suis décomposé. C'est la première fois vraiment où j'ai été décomposé à me dire, waouh, en fait, on est là tous, on est tous impliqués. Tu vois, tu nous as sélectionnés, donc ça veut dire qu'on a une certaine valeur. Mais par contre, quand je viens parler pour dire que de toute façon, on n'a plus rien à jouer, même pas tu fais tourner l'équipe, tu vois. Et ça a été dur. Et j'ai même envie de dire, tu vois, ça a été dur sur le fait que tu te demandes en fait réellement comment tu juges, tu vois. C'est là où tu te mets dans la place d'un coach et tu te demandes comment tu juges sur le fait que tu viens, on en parle toi et moi, et tu me dis, ou moi je comprends que je vais jouer, mais ton sens n'est pas non plus radical, où tu m'as dit non, de toute façon je laisse la même équipe.
Tu vois, parce qu'au moins ça aurait été clair et j'aurais été, tu vois, il n'y aurait pas de faux espoirs. Ouais, tu il n'y vois. avait pas cette transparence, en fait, à ce Exactement. moment-là, qui toi te déçoit, quoi, t'es déçu. Et moi, elle me déçoit, tu vois. Et je suis en mode, et je suis révolté. Et tu vois, et c'est pas un exemple ce que je vais dire parce que je ne le referai pas, mais tu vois, à la fin, il reste 2 minutes de jeu, donc même pas 1 minute, je crois, et il me demande d'aller me chauffer pour rentrer. Ouais, puis là... Là, c'était pas... Et j'étais jeune. Ouais. Et heureusement, ça m'a pas porté préjudice par la Suisse, il n'y a pas eu de répercussions, tu vois, parce que Hitzfeld est arrivé, mais je suis pas rentré. Parce que pour moi, j'avais été, entre guillemets, le mot est fort, trahi, mais je me disais, purée, en fait, on a discuté la veille, je pensais que, tu vois, mais non. Ouais. Mais de nouveau, il y a tout un côté, tu vois, des choses que moi, je ne sais pas, qui sont peut-être sur le fait que, oui, bah attends, si tu mets maintenant les autres joueurs et que tu gagnes, tu seras peut-être critiqué sur le fait pourquoi tu n'as pas fait ces changements avant, alors qu'il y avait 2-3 joueurs qui étaient blessés et peut-être pas en meilleures conditions. Tu vois, donc il y a tout un côté que je ne contrôle pas. Après, on a gagné contre le Portugal le dernier match, donc ça, c'était bien. Mais c'est vrai que ça a été une épreuve assez dure. T'as eu d'autres fois où t'as vu que dans ce sport business, des fois, il manquait un petit peu d'humanité. On te promet des choses, il y a la pression même des investisseurs. Le coach, des fois, il peut pas faire lui-même toutes ses tactiques. On sait qu'il y a des pressions un peu extrinsèques. Est-ce que tu as été déçu? Tu te dis, voilà, on me promet des choses, et puis au final, ça se passe pas comme on me dit. Je pense que celui-là pour moi, a été une belle leçon, parce que je pensais que c'était aussi simple d'aller parler à une personne et de se dire que la personne allait me dire oui et que j'allais y arriver. Donc, je pensais, tu vois, qu'il y avait ce côté un peu de transparence, mais l'autre chose que peut-être que j'aurais envie de dire, c'est peut-être au niveau que le football n'est pas si simple. Tu vois, par exemple, je prendrai l'exemple avec mon agent de l'époque. Donc, on est dans une situation où je fais une superbe Coupe du Monde 2014, tu vois. Et je me dis que là, il y a potentiellement la possibilité de partir. Tu vois, et ce que j'ai jamais compris, c'est que... Donc toi, tu amènes la chose, parce que j'étais à Hambourg à l'époque. Et Hambourg était un club que j'ai adoré, mais un peu compliqué hein, dans la gestion, dans ce qui se passait au niveau des propriétaires et même des gens qui étaient impliqués dans le club. Donc je vais le voir et je lui dis, écoute, grosse Coupe du Monde, on a fait gros match contre Messi, j'ai été bon dans la plupart des matchs, il doit y avoir quelque chose, tu vois. Et tu as des réponses qui sont pas claires. Tu vois, tu as des réponses qui sont... Et moi, j'aurais préféré qu'on me dise, mais en fait, t'es pas assez bon, ou tu vois, t'as pas été assez bon, ou t'intéresses personne. Que oui, non, mais attends, on y travaille, mais t'as jamais vraiment de... Tu vois, en fait, c'est toujours... T'as jamais de réponse, en fait. C'est très vague. Tu sais pas où tu vas, quoi. C'est toujours très, très vague dans ce milieu, parce que justement, l'agent n'a pas envie, ou la personne qui s'occupe de toi n'a pas envie de te froisser, et a peur peut-être que tu sois susceptible au fait qu'ils te disent qu'il n'y a rien, mais tu as déjà un club quand même, donc tu peux me dire que j'ai rien. De toute façon, on continuera à travailler ici. Mais pourquoi me faire miroiter de fait que potentiellement on pourrait ou pas, tu vois. Et c'est là où justement je trouve qu'il faut faire attention, parce que tout le monde n'est pas bâti de la même manière. Tu vois, il y a des gens qui sont plus susceptibles que d'autres. Plus fragiles aussi. Exactement. Donc, mais c'est ce genre de choses-là qui m'ont fait comprendre que ce milieu-là pouvait être compliqué. Ouais. Parce qu'il y a l'envie personnelle, mais il y a la réalité. Contre l'Argentine, 1-0, donc pas du tout ridicule. Quand on joue un match contre les Di Maria, les Messi, les Higuaín, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il dit avant le match? Quelle stratégie on peut appréhender? Est-ce qu'on se dit, ça va être sauf qui peut? Je pense pas. Mais est-ce qu'il y a une tactique pour arrêter ces mecs en face, quoi? Alors tu sais, c'était spécial parce que tu sais, le jour du match ou la veille, je crois que Otmar Hitzfeld perd quelqu'un de sa famille. Donc au réveil, tu vois, il vient nous voir alors qu'il ne faisait jamais ça. Il vient nous voir et il nous serre tous la main. Moi, je n'avais pas compris pourquoi en fait. C'est après que j'ai su par des coéquipiers ce qui s'était passé. Donc,
J'ai envie de te dire que c'était un moment émotionnel. Mais il n'y avait pas... Et je vais te reprendre ce moment qui était assez fort parce que il n'y avait pas forcément... Il y avait, oui, la tactique de ce que l'équipe de Suisse faisait bien. De bien défendre, et d'être compact, et de contrer, et de jouer son jeu. Mais Vincent Cavin, avec l'aide du staff, ont eu une idée assez folle ce jour-là, tu vois. C'est que quand tu fais des Coupes du Monde, ça fait longtemps que tu es ensemble, tu es loin de ta famille, tu es loin de tes amis, tu es loin de tout le monde, tu vois. Tu es dans ton cocon et tu te concentres sur ça. Et ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait écrire des lettres des gens de notre famille avec des photos. Et ils nous les ont données dans le car, en allant au match, tu vois. Et je pense que ça a été la plus grande théorie au niveau de l'impact que ça avait fait dans un groupe. Sur chaque joueur, quoi. Ouais, que j'avais jamais vu. Parce que, en fait, je me rappelle, j'ouvre ma lettre, donc je vois les mots écrits et je vois les photos et je me retourne comme ça et je vois Gelson Fernandez qui pleure, tu vois. Et moi, ça m'a fait pleurer. Parce que je me suis dit, tu vois, en fait, on n'est pas des robots. Autant on joue la Coupe du Monde et c'est notre rêve depuis petit, tu vois, mais on est des humains on est des hommes, quoi, qui ont des émotions et qui, pendant 1 mois et demi, sont là à se battre pour aller le plus loin possible. Mais quand tu vois des photos de ta fille, des mots écrits et tout ça, tu es en pleurs, quoi. Parce que, en fait, ces gens-là te manquent. Tu vois. Et en fait, tu as envie même d'aller plus loin pour eux. Bah, en fait, tu sais pour qui tu te bats, en fait. Exactement. Tu vois, tu as ton pourquoi, en fait. Tu vois. Tu as ta raison qui est là. Et ça, j'avais trouvé tellement fort. Donc, c'est que des fois, tu vois, tu n'as pas forcément besoin de théorie que tu joues Messi ou pas. Tu n'as pas besoin de tactique. Des fois, l'émotion est plus forte. Voilà, c'était émotionnel, qu'on avait envie de représenter notre pays de la meilleure des manières. Et je pense qu'on les a rendus fiers sur ce match-là. Et je pense que sur ce match-là, l'équipe de Suisse a grandi et a aussi un petit peu mis la graine pour dire, voilà, respecter en fait ce qu'on fait depuis des années. Parce que, tu vois, tu parles comme tu l'as super bien dit, hein, c'était Messi. Et d'ailleurs, ils vont en finale de la Coupe du Monde. Tu vois, donc on est loin d'être ridicule. On peut même le gagner ce match si Dzemali ne frappe pas le poteau sur la dernière ou si Drimic marque parce qu'ils ont des occasions, mais on est aussi dans le contrôle sur ce match-là. Moi, je pense que c'est ce match qui fait après changer tout l'état d'esprit du groupe après par la suite, qui construit vraiment l'équipe de Suisse sur les dernières années. On a vu qu'on a été de plus en plus performants. Je pense que ça, c'est vraiment un match référence en tout cas. Pour moi, il le restera. Pour moi, il restera parce que c'était... Tu vois, je ne lisais pas la presse, donc je ne sais pas ce que la presse aurait pu dire avant ce match. Tu vois, est-ce que c'est David contre Goliath ou des choses comme ça? Je n'ai pas idée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, dans le ressenti personnel, il y avait très peu d'équipes qui pouvaient nous battre. Tu vois, ça c'était... Oui, il y a le fameux match contre la France où on passe à côté, Von Bergen se blesse et tout ce qui se passe après. Mais sinon, tu vois, sur ce match contre l'Argentine, je ne me suis jamais senti aussi serein, tu vois. Donc à la fin, je suis dégoûté parce que je me dis, en fait... on aurait dû les battre. C'est pas on aurait pu. Ouais, c'est ça. Tu vois, on aurait dû les battre. Tu vois. Donc il y a une frustration énorme et je prends 2 semaines ou même 1 mois à m'en remettre tellement c'était hardcore, tu vois. Mais je pense que oui, ce match-là et ceux qui ont vu, qui sont arrivés après comme Petkovic, lui, il a justement dit, non, attendons, nous, on va plus s'adapter aux adversaires. Maintenant, c'est nous qui allons dicter notre jeu et imposer comment on veut jouer. On a vu ces dernières années, mais c'est relativement récent, que les joueurs de foot ont de plus en plus parlé de leur rapport à l'argent. On a vu dernièrement Ludovic Giuli, qui maintenant s'engage vraiment pour former les jeunes joueurs à gérer leur argent, en fait, parce que on sait, l'environnement du sportif professionnel, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour, des fois avec pas toujours les meilleures intentions. On a vu récemment l'histoire des frères Pogba. Donc, c'est connu. Toi, quand tu commences à recevoir ton salaire à Arsenal, est-ce qu'on te sensibilise? Est-ce que tu es entouré? Ou bien tu reçois juste ton salaire et puis c'est un peu débrouille-toi comme tu veux? En fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais quand même des gens autour de moi qui étaient sensibles, mais sans vraiment l'être. Et je vais m'expliquer là-dessus. C'est-à-dire que tu es jeune, tu vois. Mais le problème, c'est que souvent, dans différentes cultures, quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Tu vois, et ce qui fait que ça impose une responsabilité plus grande. Tu vois, 17-18 ans, je me dois, je vais le dire comme ça, d'acheter une maison pour ma famille, tu vois. Mais c'est comme si je dis, ok, attends, à 17 ans,
à quel enfant tu vas dire achète une maison? C'est pas commun. Je dis normalement constitué, tu vois, ou 18 ans. C'est pas commun, tu vois. Donc en fait, j'ai été responsabilisé mais vraiment, vraiment jeune sur le fait de, ok, en fait, t'as de l'argent, c'est toi qui décides. Non, mais moi, je veux pas cette position, moi. Moi, je suis un enfant, moi. Pourquoi je dois décider quoi, la couleur du machin? C'est les gens qui... Non, moi, je veux rien avoir là-dedans. Tu vois, on m'a donné, en fait, ce rôle de pouvoir... Et ça, j'ai pas du tout apprécié, tu vois. C'est un truc qui était... malheureusement un peu malsain avec l'argent que j'ai pas aimé. Mais la sensibilisation se fait sur le fait que voilà, tu investis dans l'immobilier par exemple, donc c'est très bien, ma famille a une maison, tu vois. Et puis après, c'est de faire le bon usage le mieux possible, tu vois. C'est-à-dire que tu peux le flamber en voiture, en vêtements et en tout ce que tu veux. Ça peut arriver, oui, parce que tu as tellement d'argent, mais c'est vrai que maintenant la sensibilisation devrait se faire plutôt sur le après. La reconversion, l'après-carrière. Comment tu veux continuer à générer des sous et comment tu veux le placer pour pouvoir continuer à te faire plaisir ou continuer à vivre une vie que tu as vécue pendant 10, 15, 20, 25 ans dépendamment de la carrière, qui n'est pas forcément normale, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que peu peuvent te dire qu'ils ont reçu des salaires de 100 000, 150, 200 000 par mois et tu vois, et tous les mois en fait. Tu vois, donc oui. Et pendant longtemps. Ouais. Mais du coup, alors, comme tu le dis là, t'as pas vraiment apprécié cette position, on va dire, ce statut que tu as très jeune. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a de la part du club où il n'y a pas de structure, on ne vous sensibilise pas, il n'y a pas de cours ou de théorie, il n'y a pas vraiment ça. Ben en fait, ça c'est toujours la question, Brian, tu vois, tu te poses toujours, je me suis souvent posé la question. C'est qu'aujourd'hui, ce point-là qui est vraiment, on va dire, thématique par rapport à ce qu'on est en train de la thématique dont on est en train de discuter. Mais est-ce que même dans la vie d'aujourd'hui, quand tu vas à l'école, est-ce que ton enfant, on leur apprend à comment gérer leurs émotions? Alors que pourtant, aujourd'hui, tu vois, j'en ai 36, j'ai appris pendant tout ce temps à devoir gérer mes émotions à travers le sport ou à travers d'autres choses. Est-ce qu'on t'apprend ça à l'école? Non, on t'apprend les maths, on t'apprend le français, on t'apprend la géo, on t'apprend l'histoire. Mais est-ce qu'on t'apprend l'histoire de la vie? Tu vois, et ce que tu es en train de dire, c'est aussi là. C'est-à-dire que même un monsieur qui est plombier, et je ne manque pas de respect, ou un monsieur qui est ambulancier ou qui est un sel, il faut aussi lui apprendre à comment gérer son argent. Qu'il ait moins ou pas, ou qu'il en ait plus ou moins. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est-à-dire que pour à chaque moi, échelle, en fait. À chaque échelle, ouais. Exactement, l'échelle, elle veut rien dire pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans des thématiques de dire oui, ok, ils ont... Je suis d'accord, il faut les sensibiliser. Mais pour moi, il faut sensibiliser chaque être humain du moment où tu peux les sensibiliser. Ouais. Comment tu valorises l'argent, comment tu travailles sur tes émotions et comment tu fais pour avoir le bien-être, tu vois. Pour moi, ça va de soi, tu vois. Mais malheureusement, pas pour tout le monde. Mais c'est vrai que je pense que les clubs à l'époque, peut-être aujourd'hui un peu plus, en font peut-être pas assez parce qu'ils pensent que c'est pas leur job. Leur job, c'est de donner du travail à leurs joueurs, qu'ils soient bons sur le terrain. Et puis, de basse performance, voilà. Puis la vie et après, ils en font ce qu'ils veulent, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont les agents qui vont s'occuper de ça, ils ont les parents, ils ont les gens qui les entourent, donc ils veulent pas forcément encore se mêler de tout ça. Eux, leur core business, c'est le club. Donc après, il est payé, il fait ce qu'il veut. Donc l'aspect humain, un petit peu, passe en second plan, quoi. Mais parce peut-être, que c'est un business, pas partout, hein. Pas partout. Ouais. Pas partout, attention. Je pense qu'il y a des clubs, par exemple... Si on prend des clubs qui sont vraiment formateurs, tu vois, et qui ont, disons, aujourd'hui 10 ou 7 joueurs qui jouent et qui sont sortis de là, il y a un travail qui sera fait un petit peu différemment, je l'espère. Mais quand tu es, je sais pas, un joueur qui explose tout d'un coup et que tu es transféré à Manchester City pour 50 millions, je sais pas s'il y a un travail à ce niveau-là qui est fait, non. Je suis pas sûr. Et surtout que c'est l'occasion justement pour les requins d'arriver, tu vois. Et de se dire, mais attends, moi je suis parti du transfert, je fais ci, je fais ça. Tu sais, je raconte une anecdote juste pour te montrer à quel point ça peut être dangereux. Je finis mon contrat à Hambourg, je joue à Neuchâtel avec l'équipe de Suisse contre la Biélorussie, il me semble, et le lendemain, je reçois un appel pour aller à Montpellier. Donc mon agent m'appelle, je reçois 3-4 appels de différentes personnes. Jelson aussi est dans le coup, mon agent m'appelle qu'il a reçu Montpellier, on ne sait pas qui c'est qui a reçu l'information en premier, tu vois. Donc il s'avère qu'on est prêt pour aller à Montpellier, et je reçois un appel d'un gars qui me dit « Ouais,
Donc il m'explique la situation, que c'est lui qui a pris le contact avec les gars de Montpellier, et que si je signe à Montpellier et qu'il touche pas quelque chose, genre faut même pas que je mette les pieds à Montpellier parce que je dois faire attention à ma vie, tu vois. Genre, j'entends ça, tu vois, je me dis, waouh, attends, et je fais part de ça à mon agent, je lui dis, mais attends, c'est quoi ces bêtises, ce gars qui m'appelle et tout pour me dire que... Après, la vérité, moi, je la connais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que, tu vois, dans ce milieu-là où il y a des transferts colossaux qui peuvent se faire, un gars se permet de m'appeler pour me dire qu'il est fait partie du deal, que j'ai jamais entendu parler de cette personne avant dans ma vie. En plus, il te menace après si tu... Et après, il me menace du fait que si je signe et qu'il touche pas quelque chose, genre, j'en comprends la tête, tu vois. Donc, et là, tu comprends, tu te dis, waouh, j'avais vécu ça avant parce que, tu vois, j'avais fait 10 ans à Arsenal et j'avais fait mes 5 ans en Bourg, tu vois, tranquille, paisible. Donc, il n'y avait pas d'histoire. Mais là, j'étais en mode, c'est quoi ce milieu, tu vois. Donc, oui, on parle d'argent, sensibiliser l'argent. Et c'est aussi l'occasion, justement, comme je te disais, dès qu'il y a un gros transfert, pour les gens de sauter sur l'occasion pour se dire, attends, mais moi, je veux aussi ma part du gâteau. Après, c'est pas forcément propre au foot, en fait, c'est juste l'argent. En fait, exactement, c'est l'argent qui attire ce genre de comportement. C'est n'importe où. Tu as très vite parlé, quand on a abordé le thème de l'argent, de la reconversion professionnelle. Toi, on peut dire que c'est un exemple de reconversion réussie, on va dire, parce que voilà, tu es resté actif après ta carrière, tu t'es pas reposé, consultant, RTS, Stack Sport, tu as investi dans des startups, Juru Elite. Tu avais besoin de vivre tout ça, de continuer à être stimulé après tout ce que tu as vécu sur les terrains de foot? Ouais, et puis après, des erreurs, j'en ai faites. Tu vois, même en tant que... Quand j'étais joueur, j'ai fait des investissements qui n'ont pas forcément porté à énormément de choses. Donc, c'est aussi de là que tu grandis. Et après, tu rencontres aussi des bonnes personnes au bon moment. Tu vois, pour moi, c'était important. J'ai toujours été, en fait, même quand je jouais, très curieux. Toujours été une personne curieuse. De comprendre, tu vois, que ce soit la vie, les émotions, tu sais, le common sense, comme on dit en anglais, le fait d'avoir, d'être bienveillant, d'essayer de comprendre un petit peu la vie qui ne s'arrêtait pas juste au foot, tu vois, d'essayer de développer des choses pour ceux qui arriveront après. Créer une valeur, en fait. Exactement. Et donc, c'est pour ça. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer Elio aussi à un bon moment. Elio, donc, qui est mon associé à la Stax, qui lui, arrive et me propose quelque chose dans lequel j'adhère. Donc pour moi, ça donne sens d'investir dans Stax. Tu vois, après, on part sur des podcasts, on part sur du Juru Elite. Et après, c'est juste le fait que je suis tellement dur avec moi-même sur le travail. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en train de passer ma licence de coach, tu vois, que je ne voulais pas faire avant, parce que je ne trouvais pas l'intérêt, mais il s'avère qu'avec le Juru Elite et à travers les expériences que je vis dernièrement, c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. Tu vois, donc c'est la transmission, en fait, qui est importante. Tu vois, d'être entraîneur, même d'être consultant sur la RTS ou encore sur RMC en France, où moi, le petit Suisse, tu vois, je suis consultant en France. Tu vois, il y a assez de joueurs français potentiellement qui auraient pu le faire, mais ils sont venus me chercher moi pour aller sur une chaîne comme ça. Donc ça démontre certaines choses. Après, c'est vrai que voilà, je voulais rester actif parce que je pense que c'est important aussi de transmettre tout ce que j'ai pu vivre assez rapidement à cette jeune génération. Tu sais, pour moi, c'est vraiment le but ultime. Parce que je suis passé par là. Ça a été peut-être plus facile que pour d'autres. Mais combien restent sur le carreau? Et combien rêvent? Et combien même n'ont même pas commencé leur rêve qu'on leur dit déjà, t'as pas le droit de rêver. Tu vois? Parce que c'est des choses que j'ai entendues. De dire oui, il y en a un dans cette pièce qui va réussir. Ah bon? Mais comment vous savez? Tu vois? Et en fait, tu casses les gens déjà d'entrée, tu vois. Et ça, moi, j'ai envie de changer ces mauvaises habitudes, en fait. Ces mauvaises choses qui cassent les enfants avant le moment qu'ils commencent, tu vois, de dire, t'as aucune chance, en fait. Les mettre dans une case, en fait. Et parfois, c'est l'inverse. On a des joueurs, des jeunes qui sont tellement poussés qu'après, en fait, Très bon point. On a l'exemple de... Moi, j'en ai un comme ça, Hakim Mastour. Je ne sais pas si tu te rappelles de lui. Bien sûr. Les années 2010, tout jeune, il joue déjà avec le Milan. Après, on a les exemples aussi
dans une autre mesure. Il a quand même fait une carrière qui est conséquente, mais les Hatem Ben Arfa, Jérémy Ménez, Jérémy Ménez était le plus fort à ce qui paraît avec Clairefontaine. La génération de 87, à ce qui paraît, c'était le plus fort des trois. Entre Benzema, Ben Arfa et lui. Mais voilà, c'est vrai que je pense que l'entourage fait beaucoup, malheureusement. Tu te fais monter la tête, tu es influencé parce qu'on est des humains. C'est clair. Et du coup, il faut juste savoir garder le cap, quoi. Mais ça, c'est un très bon point. Tu vois, je pense que des joueurs comme ça, après, malheureusement, c'est des choix aussi que tu fais dans ta carrière. C'est-à-dire que le talent ne part pas. Et la chance que tu as, c'est que tu es déjà dans le système. Mais ceux qui ne sont pas dans le système, qui ne sont pas encore rentrés, en fait, tu vois, c'est là où c'est plus dur. C'est-à-dire que, moi, je te prends des exemples. Donc, moi, j'étais très talentueux et je prendrais toujours l'exemple de Marco Gentile à l'époque, qui était un jeune joueur qui jouait avec moi à Carouge, qui était plus âgé. Et avec son père, il faisait des spécifiques, je crois, tous les jours après l'entraînement ou tous les dimanches. Tu te dis, mais lui, ça va devenir un crack. À un moment donné, tu te demandes, est-ce qu'il n'a pas été dégoûté, tu vois? Ou est-ce que, on va dire que l'écart entre le niveau où on était et la suite était trop grand. Pourtant, il était investi, hein. Tu vois, mais il était investi, Brian, comme jamais. Et moi, je faisais pas les spécifiques qu'il faisait, hein. Tu vois, c'est-à-dire que lui était là, il faisait de la répétition. Peut-être que le papa le poussait trop, comme souvent. En fait, c'est souvent aussi le problème, et c'est pour ça que le Juro 8 existe et tout ça que j'essaie de mettre en place, c'est que par moment, les parents ne sont pas éduqués. Parfois, ils placent trop leur espérance. En fait, ils vivent le rêve de leurs enfants. À travers. Ouais, c'est ça. Alors qu'au final, ton enfant, il faut le laisser vivre son rêve à sa vitesse, tu vois. Et son évolution va se faire naturellement. Tant qu'il y a les bons éducateurs autour. Ouais, et puis c'est un jeu, en fait. Le foot, c'est un jeu. Exactement, tu vois. Et malheureusement, et qu'on repart sur ce fait argent, parce que, comme tu le dis, là, aujourd'hui, on voit les sommes faramineuses qui tombent. Et tout le monde dit, mais attends, va jouer au foot, mais non, il faut que... Attends, c'est le prochain Messi. Tout le monde, aujourd'hui, si tu regardes, parce que moi, j'entraîne les filles, si je vais regarder les matchs de garçons, tout le monde pense que son enfant, c'est le prochain Messi. Projet Mbappé. Tu vois ce que je veux dire? Mais on en est loin, hein. C'est ça. Tu vois, et ça, c'est là où c'est malheureux, parce que justement, on place trop d'espérance sur des enfants qui sont pas prêts mentalement. Tu vois, qui espèrent, oui, et qui rêvent, comme moi, je l'ai été. Mais est-ce qu'ils ont, tu vois, ce recul et ce vécu pour se dire, ok, en fait, il va y avoir de l'adversité, ça va être compliqué. Parce qu'à un moment donné, quand on va te dire non, que t'es pas assez bon, est-ce que tu pourras te relever alors que papa a dit que tu allais réussir et que maman est derrière toi à te dire que tu vas réussir et que tout le monde est en train de te dire que tu vas réussir, tu vois. Faudrait plus donner de cartes aux parents, plus les sensibiliser, protéger l'enfant. Exactement. Parfait, trop bien. Écoute, on arrive gentiment à la fin de cette interview. Johan, merci beaucoup. C'était un plaisir pour nous de t'avoir sur Ressources. Grand plaisir. Merci d'avoir reçu. Plein de force pour la suite, pour tous tes projets. Merci pour ça, vous aussi, pour le podcast. Merci, c'est sympa. Tout bon.